Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Vous êtes les bienvenus dans ce journal dont voici le sommaire. Le président de la République est en visite officielle au Japon dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale. Professeur Alpha Condé a été accueilli par les autorités japonaises. Plus de 5 hectares ont disparu en quelques mois dans la forêt de Demodula dans la commune de Ratoma à Conakry, sans compter que le lit de la rivière de la même forêt est obstrué par des constructions anarchiques. Le ministère de l'Habitat a démoli quelques bâtiments ce matin. Éducation, lancement des épreuves de l'examen de fin d'études élémentaires. Plus de 47 000 candidats affrontent ce concours national. Bonsoir à tous. On commence tout de suite par l'arrivée du président de la République ce matin à Tokyo pour une visite officielle. Professeur Alpha Condé a été accueilli à l'aéroport par les autorités japonaises. L'un des moments de cette visite du chef de l'État est sa rencontre avec l'empereur. Les deux personnalités vont discuter dans le sens du renforcement des relations de coopération entre le pays du soleil levant et la Guinée. Compte rendu, Sanasi Keita. En visite officielle au Japon, le président de la République arrive ce lundi, 19 juin 2017 à Tokyo. Professeur Alpha Condé est accueilli par les autorités nippones ici à cet aéroport international de Narita. Cadres techniques des différents départements ministériels et hommes d'affaires guinéens sont fortement présents ici au Japon pour venir accompagner le président de la République dans sa politique de développement socio-économique. Nous sommes là dans le cadre de ce voyage d'État pour regarder et explorer les perspectives économiques qui pourraient permettre à la Guinée et au Japon de développer la Guinée et surtout particulièrement dans le secteur financier. Nous voulions être la courroie, le point de transmission entre les hommes d'affaires guinéens et les hommes d'affaires japonais. Donc Afriland First Bank s'inscrit donc dans cette dynamique, accompagner le développement de la Guinée à travers ce lien-là financier entre les différentes composantes. Le ministre d'État, ministre des investissements publics et privés, est convaincu de voir cette visite officielle du président de la République ici à Tokyo donner un nouvel élan dans les relations guinéo-nippones. Le président de la République souhaite que ces relations aillent au-delà de cela. C'est pour cela qu'il est là avec son secteur privé, les représentants du secteur privé guinéen, pour que nous voyions avec les autorités japonaises le secteur privé japonais, en quoi le potentiel guinéen avec l'argent et la technologie japonais peuvent être mis ensemble au profit des deux pays. Le Japon a de l'argent pour investir dans les infrastructures et tirer profit de cet investissement. La Guinée a besoin de ces infrastructures pour booster son potentiel économique. Voilà en quoi cette coopération nippon-guinéenne peut être profitable pour les deux parties. Voilà en quoi la visite du président de la République pourrait porter des fruits à terme. Ce mardi 20 juin 2017, le chef de l'État rencontrera le Premier ministre japonais et l'empereur. Professeur Alpha Condé, Shinzo Abe et Akihito discuteront de plusieurs questions d'intérêt commun, comme l'énergie, l'agriculture, ainsi que les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Une manière surtout de renforcer l'axe de coopération Conakry-Tokyo. Agenda chargé pour le président de la République à Tokyo. Dès son arrivée dans la capitale nippone, professeur Alpha Condé s'est rendu au Centre de recherche internationale pour les sciences agricoles. Le chef de l'État veut s'inspirer de l'expérience japonaise pour booster le secteur agricole en Guinée. Retrouvons Sanasi Keita. JICA, Centre de recherche international japonais pour les sciences agricoles. Cet espace scientifique ouvre ses portes au président de la République en compagnie d'une importante délégation. Professeur Alpha Condé arrive ici pour échanger avec les responsables du JICA sur de nombreux projets de recherche dans le domaine de l'agriculture, des forêts et de la pêche, avec à la clé sceller une coopération franche avec la Guinée. Visiblement, la ministre de l'Agriculture est ravie. Ce centre de recherche, en l'occurrence la JIRCA, est un des grands centres de recherche agronomique du Japon qui travaille surtout sur les aspects de sécurité alimentaire à travers des productions telles que le riz. Beaucoup de recherches sur les variétés de riz, notamment le Nerica que nous avons diffusé grandement en Guinée.
et également sur la crevetticulture et sur l'élevage, ainsi que l'igname de Guinée, l'igname blanche de Guinée. Ils sont sur des recherches génétiques sur cette spéculation. Le centre agronomique de Guinée est au centre de cette coopération avec le JICA. Nous avons tout intérêt à avoir une collaboration, une coopération avec le centre de recherche agronomique de Guinée, l'IRAG, avec laquelle la JIRCA va signer un mémorandum d'entente pour des échanges aussi bien au niveau de la recherche diffusion également sur les différentes variétés de riz à haut rendement, sur la pisciculture également et sur l'élevage. Le Centre de recherche international japonais pour les sciences agricoles s'est dit prêt aujourd'hui, avec la volonté qui vient afficher. Le président Alpha Condé a davantage développé des technologies durables pour augmenter la productivité agricole et améliorer. Pendant ce temps, en Guinée, la campagne agricole 2017 est menacée au Fouta et pour cause, les chenilles s'attaquent à près de 5000 hectares de la végétation. La préfecture de Koundara, l'une des rares jusque-là épargnées par les chenilles, vient d'être aussi touchée. Le service national de la protection des végétaux envisage une lutte écologique plus durable pour freiner le phénomène. On fait le point avec Fodé Camara. Principale contrainte du monde rural, les chenilles font des ravages sur leur passage. Elles dévorent la faune sauvage et surtout les cultures. Aujourd'hui, ces nuisibles prolifèrent sur les plateaux foutaniens et risquent de compromettre la campagne agricole. On a été informé que l'invasion a tellement d'envergure que nous sommes inquiets. Les superficies sont estimées à 4800 hectares qui ont été infectés au jour d'aujourd'hui. Et hier, il nous a été signalé que la préfecture de Koundara, elle aussi, il y a des invasions. À l'Abbé, c'est toutes les préfectures. Quand vous prenez l'Abbé, vous prenez Koubia, vous prenez Tougué et Mali, ces régions sont complètement infestées. Au-delà du traitement chimique par des produits phytosanitaires, ce phénomène cyclique a besoin d'une riposte écologique. Il se trouve que dans notre pays, toutes les luttes ne sont que chimiques jusque-là. Alors qu'il y a d'autres méthodes agrotechniques qui auraient dû être employées pour minimiser. Ou alors, vous constaterez que dans le maillage phytosanitaire, nous avons des faiblesses. Faiblesses dues au manque du personnel, faiblesses dues au manque d'information des producteurs, pour qu'il y ait une prévention. La prévention qui va vers une surveillance. C'est après cette surveillance que vous allez vers la lutte. Là-dessus, pour une défense durable des cultures, l'état-major du service national de la protection des végétaux n'est pas suffisamment armé. C'est un peu pénible. Nous avons besoin quand même de haute performance dans le matériel de traitement. Ce ne sont pas seulement ces pulvérisateurs à dos là qui peuvent faire la situation. À Mamou seulement, la végétation spontanée plus les vergers, ils sont à 500 hectares aujourd'hui qui sont en train de traiter. Dans la région de Kindia, précisément à Télémilé, cette invasion saisonnière a commencé. Aux formes multiples, les chenilles affectent dangereusement les rendements. Un frein à l'économie rurale qui parfois se révèle comme un problème de santé publique par l'attaque des mains et des pieds des paysans. D'autre part, plus de 5 hectares ont disparu en quelques mois dans la forêt de Demoudoula, dans la commune de Ratoma, à Conakry. Sans compter que le lit de la rivière de la même forêt est obstrué par des constructions anarchiques. Face à cette situation, les techniciens des secteurs de l'habitat et de l'environnement se sont rendus sur le terrain. Ils ont démoli quelques bâtiments. Désormais, la gendarmerie nationale assure la sécurité des lieux. Reportage Saint-Martin Fancinadouno. Le site écologique de Demoudoula a longtemps été le symbole écœurant de l'occupation illégale dans la capitale.
Très tôt ce matin, les premiers vrombissements des caterpillars ont rappelé que le silence public ne signifie pas abandon d'autorité. En quelques minutes, 3 bâtiments témoins du principal occupant illégal sur la réserve sont démolis. La première victime de cette opération est surtout auteur du remblai qui a causé récemment d'importants dégâts le long du cours d'eau. Depuis 4 jours, les techniciens et responsables des ministères de la Ville et de l'Environnement sont actifs sur le terrain. L'écosystème fluvial ici, il est complètement menacé et l'écosystème et notre biodiversité aussi est menacée parce qu'il y avait une zone de mangrove aussi ici et vous savez que c'est dans les zones de mangrove que les poissons viennent se reproduire. Donc les conséquences sont énormes. Ce site a été qualifié de zone humide inconstructible. Des plans d'aménagement et le schéma directeur de la ville de Conakry le confirment. Malgré l'existence de ces tests, des particuliers puissants bénéficiant de complicité défient l'État. Le degré est très fort, le degré d'occupation. Donc toutes les têtes des sources ont été déjà submergées et le lit de la rivière a été déjà déplacé et nous constatons que tous ceux qui occupent le long, chacun a une culpabilité à divers degrés. Donc c'est une action qui va s'inscrire dans la durée. Donc dans un premier temps, nous avons essayé de démolir les dernières concessions, mais les autres actions sont en cours. Ils sont en train de marquer l'ensemble des occupations. À Demoudoula, les chefs de file de l'occupation effrénée sont des autorités publiques. Dans le lit de la rivière légendaire, voici par exemple le chantier du chef de quartier El Hadj Alpha Mamadou Saliou Bari. Interpellé, il est conduit à la gendarmerie nationale pour fin d'enquête. Sur tout le site, une commission mixte composée des ministères de l'Habitat et de l'Environnement est mise en place pour assainir. La sécurité des lieux est assurée par la gendarmerie. Notre contribution, chercher à savoir, d'abord à travers les services techniques de l'environnement et de la construction, voir qui a donné les ordres à qui a donné des instructions à qui pour faire quoi. Et cette enquête-là, je vous promets qu'elle va être très sérieuse. Elle est déjà ouverte. Il y a de premières interpellations auprès de la brigade de recherche du Kipé. Et nous croyons qu'au bout du fil, tous ceux qui seront mêlés à cette situation, dans le sens de la destruction de l'environnement, vont répondre. La forêt de Demoudoula a disparu sur plus de 5 hectares en quelques mois. Ce matin, les représentants de l'État ont exprimé toute la détermination du chef de l'État à faire déguerpir les occupants illégaux et favoriser le reboisement du dit site. Le grand format de ce soir, le projet d'éclairage du port autonome de Conakry fait couler encre et salive. Il y a trop de flou autour de ce dossier. Le marché devrait être exécuté par le groupe SIAT à hauteur de 6,9 milliards de francs guinéens. Mais à ce jour, le projet n'est exécuté qu'à 8%. Enquête sur les tenants et aboutissants de ce dossier avec Alia Kamara. Le début de cette affaire remonte au 1er février 2016. Le port autonome de Conakry venait de lancer un avis d'appel d'offres pour un projet d'éclairage. Plus d'un mois après, la société d'études et de réalisation de travaux en électricité décroche le marché. Les travaux devaient durer 10 semaines maximum pour un montant de plus d'1,674 milliard de francs guinéens. Mais quelques jours après l'attribution du marché, le directeur général du port est remplacé. Le projet de contrat est suspendu par la nouvelle équipe. Elle décide de le réviser. Le 14 juin, il y a eu des changements au port. Le 1er septembre, Certel a écrit à la direction générale pour dire qu'il a bénéficié d'un contrat au port. Ce contrat, lui, l'a signé, mais le port ne l'avait pas signé. Donc, c'était une notification. La directrice générale, après avoir fait l'état de la situation du port, s'est rendu compte que ce projet ne prenait en compte que quelques points à éclairer au port. Elle s'est dit qu'il faut reprendre l'avis d'appel d'offres. La société Certrel, qui avait décroché le premier marché, est déboutée. Il doit soumissionner à un nouvel appel d'offres. On a essayé de s'enquérir de la situation du dossier plusieurs fois. On nous a dit bon d'attendre. Quelques mois après encore,
Tout d'un coup, on reçoit une correspondance de la direction générale du port. Mais entre-temps, on avait déjà eu des échos comme quoi, attention, le dossier là, elle ne voulait pas faire passer le dossier, la directrice, mais qu'elle qui vont relancer un nouvel appel d'offres. Le second appel d'offres attribue le marché au SIAT, cabinet d'ingénierie, d'assistance technique et de supervision des travaux. Seulement, les termes ont changé et 12 nouveaux points se greffent au contrat initial. Le port décide, parallèlement au premier projet, de réaliser également un éclairage solaire. Le contrat est signé le 23 novembre 2016. Le délai d'exécution est ramené à 3 mois. Et le montant nettement revu à la hausse, près de 7 milliards de francs guinéens, soit plus de 4 fois la valeur du premier marché. Non, ça je suis désolé, ça je pense que c'est un peu absurde, parce que là nous étions déjà 1,6 milliard et on avait déjà beaucoup de choses dans les 1,6 milliard là. Même si on ajoute 12 autres points, le problème n'est pas le fait de rajouter 10 points, 12 points, c'est ce qu'on y rajoute et la spécification de chacun des éléments. Ce n'est pas le fait de rajouter. Ça peut être même peut-être, ça aurait pu être peut-être que 3 milliards, comme ça aurait pu être que 2 milliards, même si on rajoute. Le premier projet, il n'y avait que 5 points. Le second projet, il y en avait 17, donc y compris les 5 points. C'était d'assurer la garantie des équipements et matériels posés pendant une période de 12 jours. Voilà. Quand les gens parlent, on est passé d'1,6 milliard à 6 milliards. 1,6 milliard c'était hors taxe et 6 milliards 900, toutes taxes comprises, c'est que nous avons jugé utile d'éclairer le port comme les autres ports. Le 30 novembre 2016, la société SIAT reçoit le premier virement, 3 milliards 484 millions de francs guinéens. Et un mois plus tard, la direction met en place une commission de suivi des travaux. Ils devaient rentrer à l'intérieur du port, continuer les travaux. Mais à ce niveau, ils n'ont installé que 2 distributeurs. Un distributeur dans le mât que vous voyez derrière et que nous avons visité, un autre distributeur à la GEMAP. En fait, après, ils ont mis quelques lampes, quelques ampoules sur les mâts, sur 3 mâts. C'était des ampoules, 4 ampoules par-ci, 6 ampoules par-là, 8 ampoules de l'autre côté, tout juste pour parer à l'urgence. Nous avons tous les rapports, si vous voulez, même un rapport final. Le dernier rapport date du 10 avril. Il dit que les travaux n'ont été exécutés qu'à 8%. Le 12 janvier 2017, une mauvaise nouvelle vient bouleverser tous les plans. L'entrepreneur principal, le signataire du contrat, meurt à Abidjan. Les premiers équipements sont déjà sur le site, mais la poursuite de l'exécution du contrat est compromise. On attendait que le matériel soit livré à Conakry pour payer le reliquat. Malheureusement, M. Doumbia est décédé. Donc ces pièces, ce matériel se trouve maintenant chez le fournisseur. Nous avons également un partenaire en France qui a commandé le mât. Le 5e mât qu'on devait installer, le 6e mât qu'on devait installer. Il est en commande. Mais là aussi, avec le décès de M. Doumbia, toutes ces commandes-là ont été gelées parce qu'on n'avait plus la possibilité d'avoir accès sur le compte en banque pour régulariser ces faits-là. Plus de 5 mois après, les travaux sont toujours à l'arrêt. Le port a exprimé au groupe SIAT son intention de résilier le contrat sans rien demander en remboursement. Après cette étape, il sera question de lancer un 3e appel d'offres en moins d'1 an pour le même besoin. Reste à savoir ce que coûtera la nouvelle version du contrat. Un dossier à suivre avec Alia Kamara. Un nouveau projet vient d'être lancé pour contribuer à l'amélioration des compétences de nos administrateurs. Il implique plusieurs départements ministériels et services auxiliaires. Le but visé est de faire de l'administration publique le fer de lance du développement à tous les niveaux. Explication, Mohamed Alpha Baldé. Après des années de faible croissance, l'économie guinéenne a le vent en poupe. Cette année, plus de 6% de taux de croissance est annoncé par le gouvernement. En Guinée, le secteur minier est l'un des maillons forts de l'économie. Il est le principal pourvoyeur du pays en devises étrangères avec plus de 300 millions de dollars l'année dernière. Pour accompagner cette dynamique, le projet de renforcement des capacités de l'administration pour la gestion des projets intégrés est lancé. Un de ses principaux objectifs, l'amélioration du cadre des affaires,
dans le secteur des mines. De façon spécifique, va apporter principalement 3 choses. 1, de l'expertise en matière donc, de renforcement des capacités, donc de la formation, de l'assistance technique. Et le projet a pour objectif principal vraiment d'améliorer donc l'investissement direct étranger dans le domaine dans le secteur donc minier, mais aussi pas que l'investissement direct étranger, mais aussi l'investissement national. C'est pour cela que le projet dispose d'une composante importante en matière de contenu local. C'est vraiment appuyer, donc former et mettre à disposition de l'expertise nationale pour pouvoir contribuer de façon, je dirais, importante donc, au développement du secteur minier guinéen. Financé par la Banque africaine de développement à hauteur de 9 600 000 $, le projet entend mettre sur pied une unité de coordination à compétence internationale des projets à fort impact économique et social. Le projet contribuera au renforcement des unités fiscales et douanières dans le cadre du traitement des importations des compagnies minières afin d'éliminer les différents goulots d'étranglement. Le projet œuvrera aussi à la promotion des PME et à la compétitivité fiscale de ces PME. Enfin, les activités du projet porteront sur l'amélioration de la maîtrise de l'impact environnemental et foncier des projets miniers intégrés à travers le renforcement des capacités des commissions foncières, des missions d'inspection relatives au respect des clauses environnementales, la sensibilisation sur la protection de l'environnement et la biodiversité et l'organisation d'ateliers de concertation sur les questions d'impact environnemental. Dans un monde où l'exigence de compétences est de plus en plus relevée, la Guinée compte faire de son administration l'une des plus efficaces. L'actualité nationale de ce lundi reste dominée par le coup d'envoi de l'examen de fin d'études du cycle élémentaire session 2017 sur toute l'étendue du territoire national. Plus de 47 000 candidats ont planché sur les épreuves de rédaction et de la géographie. Pour cette première journée, ils se disent confiants et affichent la sérénité. Reportage. Très tôt ce matin, les candidats à l'examen de fin d'études élémentaires gagnent les salles de classe. Cette première journée est consacrée aux épreuves de rédaction et de géographie. Pour les 5 communes de Conakry, plus de 47 000 candidats affrontent pour la première fois des épreuves nationales. Vous savez, cette année, nous sommes en train d'expérimenter quelque chose qui, à mes yeux, fonctionne bien. On a décentralisé les examens. Vous comprendrez que les examens d'entrée en 7e année, c'est uniquement les DCE et les DPE qui s'en occupent. Donc ils ont eu le temps nécessaire, le temps matériel pour se préparer et être prêts pour aujourd'hui. En attendant les sujets, les candidats sont partagés entre la peur de l'inconnu et l'honneur de défendre les couleurs des écoles. Ils sont déterminés à passer ce concours. Ce matin en venant, j'étais avec mon père dans la voiture. Il me disait sans cesse d'arrêter d'avoir peur, que l'examen là, que je peux réussir. Mais je me sens un peu gênée. Avoir mon examen, représenter mon école pour que mon école puisse faire 100%. Ma famille sera vraiment fière de moi si j'aurai mon examen. Le slogan « Tolérance zéro » est de nouveau réactivé par les autorités pour conférer la crédibilité à cet examen. Dans le même dossier, il faut préciser qu'un important dispositif sécuritaire est déployé dans tous les centres d'examen pour éviter toute tentative de fraude. C'est pour appliquer le slogan « Tolérance zéro vers l'excellence ». Reportage, Mohamed Saliouba, Mounir Bari, Komara Moussa. C'est sous une surveillance renforcée que le premier examen de fin d'année se déroule. À la rentrée des centres d'examen, la présence dissuasive des policiers et gendarmes empêche des regroupements et infiltrations des corps étrangers. Une fois que les épreuves sont lancées, aucun élément de pays n'a accès dans la cour s'il n'a pas de badge autorisé par la DCE ou au ministère. Même si c'est un représentant de l'éducation, s'il n'a pas de badge qui l'autorise, nous lui demandons d'aller se faire chercher un badge pour qu'il soit admis dans la cour. Ici, à l'école primaire Aïchaba, dans la commune de Matoto, les candidats reçoivent les derniers consignements. Devant les salles de classe, ils sont soumis à une fouille systématique, ce qui n'ébranle pas autant le moral des jeunes candidats. J'ai révisé, je veux
attendre les sujets. Je veux qu'on lance les sujets parce que je suis prête. Dans la commune de Ratouma, 116 agents de sécurité et 1326 surveillants sont déployés pour éviter toute possibilité de fraude. Dans les différents centres visités, aucune anomalie n'est constatée en ces premiers jours. Je me réjouis de voir que les examens démarrent dans de très bonnes conditions ici. Toute l'équipe d'encadrement est présente, les autorités communales sont présentes, les représentants donc, du ministère de l'enseignement préuniversitaire sont également présents et au niveau de ce complexe j'ai vu que donc, les surveillants sont présents, que la santé est présente, la sécurité est présente. Nous avons reçu une enveloppe scellée, fermée comme vous avez tous vu et avons invité un des candidats à venir ouvrir l'enveloppe avec nous. À Matam, tout comme dans les autres communes de Conakry, un dispositif sanitaire est également mis en place pour permettre de faire face à tous les problèmes qui pourraient se présenter. Nous disposons quelques médicaments de prévention pour, en cas intervenir pour les petites anomalies chez les enfants. Les céphalées par exemple, c'est fréquent, ou bien certains par émotion peuvent faire une diarrhée. Donc c'est dans ce cadre que nous sommes là. Des calculettes, téléphones portables et autres outils électroniques sont interdits dans les salles. Le dispositif sécuritaire prouve toute la détermination des autorités de l'éducation à crédibiliser cet examen de fin d'études élémentaires. Un examen test pour le nouveau ministre de l'éducation préuniversitaire, Ibrahima Khalil Konaté. Dans la région de Nzérékoré, plus de 10 000 candidats repartis dans 32 centres ont affronté les épreuves de ce matin. Reportage Amadou Touré. C'est ici, à l'école Félix Roland Momouye, dans la commune urbaine de Zérékoré, que le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation a donné le coup d'envoi des examens nationaux 2017. Désormais appelé certificat d'études élémentaires CEE par les nouvelles autorités, ce premier examen de l'année a enregistré 203 205 candidats, dont 87 909 filles sur le plan national. Nous sommes en contact avec les autres régions et il me semble que ce qui se passe dans la région de Zérékoré, c'est ce qui est en train de se passer dans toutes les autres régions. Je souhaite bonne chance à tous les candidats et je demande respectueusement à l'ensemble des enseignants, à tous les acteurs qui sont impliqués dans cette évaluation de se comporter correctement. Notre partition sera positive en tenant compte des orientations données par M. le ministre à l'effet de donner une dynamique dans le processus de déroulement des examens dans notre pays. À compter de cette session, cet examen est désormais entièrement placé sous la responsabilité des directeurs préfectoraux et communaux de l'éducation. Pour rendre cette décision effective, le département a déboursé 2 milliards de francs guinéens pour équiper les directions préfectorales et communales de l'éducation en matériel informatique. Sans risque de me tromper, disposition, tout est à jour. Et ce qui pouvait peut-être nous embêter, c'était la logistique informatique. À ce jour, la logique informatique est à jour. Après le lancement de la première épreuve à Zérékoré, le ministre Ibrahima Khalil Konaté s'est rendu à Lola pour l'ouverture de la seconde enveloppe du jour. Dans les 2 localités visitées, candidats et délégués saluent l'organisation. Le 6e s'était bien passé et on est fait en classe. Encore dans la révision, on nous a expliqué. C'était bien passé. Cet examen qui a débuté ce 19 juin prendra fin le 21 juin, soit 3 jours de compétition. Quant à la supervision du ministre, elle se poursuit dans les préfectures de la région de Kankan. À Koya, ils sont plus de 8 000 candidats dans la préfecture à affronter les examens de ce matin. Parallèlement à l'Abbé, 13 615 candidats venus des 5 préfectures affrontent l'examen d'entrée en 7e. C'est le gouverneur de la région qui a présidé le lancement des premières épreuves dans la commune rurale de Lafou à Lelouma. Lancement également des épreuves pratiques en santé au compte de l'enseignement technique et professionnel. Cette année, pour la zone spéciale de Conakry, plus de 6 000 candidats affrontent ces évaluations. Pour le moment, aucune irrégularité n'est signalée. Le slogan « Tolérance zéro vers l'excellence » est de rigueur.
Santé, c'est parti pour une semaine de consultation gratuite à l'hôpital Ignace Dine. Des journées de soins publics en faveur de la population guinéenne. Elles sont organisées par la Fondation Prosmi de la Première Dame de la République en collaboration avec l'ambassade d'Iran en Guinée pour venir en aide aux personnes en situation difficile. Reportage Bernard Tanguino. Cette cérémonie marque le lancement de 6 jours de consultations et de soins gratuits ici à l'hôpital Ignace Dine. Une vingtaine de médecins iraniens s'ajoutent au personnel médical guinéen pour se mettre au service des patients. Plusieurs hauts cadres de l'administration publique et des structures sanitaires sont mobilisés pour saluer cette initiative de la Première Dame de la République en collaboration avec la République islamique d'Iran. Vous comprenez donc bien combien l'hôpital national Ignace Dine fonde un grand espoir dans la venue de la présente mission médicale en ce mois béni de Ramadan, mois de sacrifice, de pardon et de solidarité entre frères musulmans. Nous ne faisons donc pas de doute sur le caractère hautement humanitaire de la mission dont la venue constitue une opportunité pour nous. En invitant cette équipe médicale iranienne, la Fondation Prosmi poursuit ses actions en faveur de l'amélioration de la santé des populations. Un effort reconnu et salué par des autorités publiques. Cette mission, loin d'être fortuite, est le résultat des efforts soutenus de la Fondation pour la promotion de la santé maternelle et infantile, Prosmi, et en premier plan de la Première Dame de la République. Pour ce qui nous concerne, maintenant et pour l'avenir, le ministère de la Santé reste entièrement disposé à collaborer avec la Fondation de la Première Dame pour contribuer à l'amélioration de la santé des populations qui est notre mission principale. Permettez-moi tout d'abord de remercier au nom de son Excellence, Madame Adja Djené Kondé, présidente de la Fondation Prosmi, les membres de l'équipe de Médecins sans frontières Iran pour leur présence en Guinée en vue de l'exécution d'actions humanitaires qui consistent à consulter et à apporter des soins aux patients. Je suis convaincue que cette mission ne serait pas la dernière et qu'elle connaîtra un grand succès auprès des populations. C'est donc parti pour 6 jours de prestations médicales gratuites. Au-delà des consultations, des patients pourront recevoir des médicaments sur place. Médecins iraniens et guinéens comptent offrir le meilleur d'eux-mêmes au cours de cette semaine d'intervention dans une dizaine de spécialités médicales. Le 4 juin dernier, Agasaran Darabakaba a passé la main à son successeur au secrétariat exécutif de la Mano River Union. Ce lundi, à la Maison de la Presse, elle a rencontré les journalistes pour dresser le bilan de sa gestion pendant les 5 ans de sa mandature. Compte rendu, Abdoulaye Diallo. Devant la presse guinéenne, Agasaran Daraba dresse le bilan de ses 5 ans et 8 mois passés à la tête de la Mano River Union. Un bilan qui, pour elle, a véritablement contribué à l'amélioration de l'intégration entre les 4 pays membres de l'institution sous-régionale. Dans son programme de développement socio-économique et culturel, l'organisation a mobilisé 30 millions de dollars pour faire face à l'impact de l'épidémie d'Ebola et 750 millions de dollars pour la réalisation des infrastructures routières dans les pays membres. Un résultat obtenu malgré de nombreuses difficultés. La première difficulté, c'est que quand vous avez des choses que vous avez mûries, parfois les gens sont lents à se rendre compte de l'intérêt de ce que vous faites. Je parle des routes, par exemple. C'est clair que quand on a des routes, on a le développement. Mais pour avoir un dossier d'appel d'offres, un dossier de projet, sur les routes. Le Libéria d'ailleurs était vraiment alors loin derrière nous encore. Il faut aller pratiquement arracher les dossiers des mains des fonctionnaires. Cette lourdeur administrative a été une grosse difficulté pour moi. La deuxième difficulté, c'est comment faire l'entente entre les 4 pays. L'un des constats de l'ex-patronne de la Mano River Union, c'est la faible représentation des Guinéens dans la gestion des institutions africaines et internationales.
C'est pourquoi il invite les jeunes à se remettre en cause pour garantir l'avenir de notre pays dans un monde en pleine mutation. Il faut que les Guinéens, notamment les jeunes Guinéens, que vous vous intéressiez à ce que les organisations d'intégration africaines sont en train de faire. C'est important que vous n'ayez plus des lunettes narcissiques. Il faut arrêter de se regarder soi tout seul. Il faut que vous ouvriez. Parce que toutes les institutions africaines, on a un déficit de ressources humaines guinéennes dans ces institutions. La Manoriva Union est créée en 1973 par le Libéria et la Sierra Leone, suivie de l'adhésion de la Guinée en 1980 et ensuite la Côte d'Ivoire en 2008. Son objectif principal est de favoriser le développement dans une intégration réussie. Religion, une cérémonie de lecture du Saint-Coran vient d'être organisée par les responsables du quartier Lambagny. Vous le savez, le secteur a été récemment le théâtre de nombreux actes criminels. Explication Maurice Libé. Au début du mois saint de Ramadan, les populations de Lambagny ont vécu plusieurs cas d'horreur. Des tueries en répétition qui ont plongé tout le quartier dans une psychose généralisée. Des crimes inhabituels dans une zone autrefois réputée par son calme. À travers la lecture du livre sacré de l'islam, les religieux implorent la grâce divine afin que Dieu épargne désormais les habitants de Lambagny de ce genre de violence. Nous étions vraiment inquiets. Les 2 semaines passées, que Chétan avait vraiment érigé domicile dans notre quartier. Donc les sages, plus le quartier, plus les imams sont concertés, demander pardon à Dieu, le Tout-Puissant, pour qu'il nous pardonne. Parce que de tel cas, c'est peut-être que nous, les religieux, nous conduisons dans ce sens-là, que vraiment c'est une faute que nous avons connue, que Dieu veut nous corriger. Donc pour ça, pour parer à tout ça, en demandant au Tout-Puissant qu'il nous pardonne et qu'il pardonne aux défunts. Ici à la mosquée de Waria, leaders religieux, autorités gouvernementales, communales et locales, ainsi que les jeunes et les femmes, ont lu 123 fois la sourate Yassi, afin que le Tout-Puissant répande sa clémence sur les résidents de Lambagny. Dans mon quartier, il y avait au moins de 3 morts. Ils sont accusés les gens, banalement comme ça, tués. Donc maintenant, les chefs du quartier, avec les sages du quartier, plus les différentes responsables du quartier, on a trouvé nécessaire de faire une lecture du Coran. Cette lecture du Saint-Coran a été mise à profit pour sensibiliser la jeunesse sur la culture de non-violence, tout en faisant confiance à l'appareil judiciaire. On a prié pour ne pas que ce genre de spectacle se produise dans notre pays, où les citoyens se rendent justice, où il y a des tueries inutiles. Et je pense que c'est bon d'implorer la grâce divine, mais également de faire en sorte que les lois du pays s'appliquent à tous citoyens, parce que personne n'est au-dessus des lois. Ça tombe dans le bon jeu parce qu'il y a certains qui se comportent mal, d'autres qui se comportent bien, mais la plupart, nous, à notre tour, c'est de sensibiliser la majeure partie pour que ce genre d'événements ne se passent plus dans ces secteurs. Des bénédictions ont été formulées par les sages pour le renforcement de la paix dans tout le pays. Et on termine avec une image choquante. Elle peut heurter la sensibilité de certains. 2 ouvriers ont été électrocutés à Concasseur dans la commune de Ratoma. L'un a perdu la vie et l'autre se trouve actuellement dans un état critique. Hospitalisé dans une clinique de la place, il est entre la vie et la mort. Le drame est survenu cet après-midi sur leur lieu de travail. Un drame qui relance la problématique de la santé-sécurité en Guinée. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'attention. Bonne suite de programmes télévisés. Bonsoir et à demain.
Vous l'attendiez? Elle est arrivée. Sincéry, la tablette didactique guinéenne. Pour une tablette achetée, bénéficiez d'un accès à plus de 500 cours en ligne, 100 000 livres et ressources pédagogiques, ainsi que tous vos supports de cours. Sincéry, pour chaque étudiant, plus qu'une tablette. Android 5.1, elle est dotée d'un processeur quad-core Mediatek, d'un écran 10,1 pouces, de 1 Go de RAM DDR3 et 32 Go de mémoire, et d'une caméra de 5 mégapixels avec flash. Sincéry est disponible dans toutes les agences et points de service Jatrofa. Sincéry, chaque étudiant, une tablette. Informations complémentaires au 628 477 200 www.sincéry.org.